Bonjour et bienvenue sur le plateau du groupe Nice Matin. Ensemble, nous allons aborder aujourd'hui des thèmes, des sujets qui nous parlent et nous préoccupent tous, des sujets qui sont au cœur de l'actualité, la réduction de l'empreinte carbone, la transformation des déchets en énergie ou encore la mobilité douce. Vous constaterez que mes invités en plateau aujourd'hui ont un point commun. Ils luttent contre le réchauffement climatique, ils s'engagent à réduire leur impact environnemental et en font un axe majeur de leur stratégie. Quelles promesses les aéroports Côte d'Azur et Veolia font aux habitants de notre région et comment s'y prennent-ils pour les tenir? Pour répondre à mes questions en plateau aujourd'hui, j'accueille Hervé Pernaut. Bonjour et bienvenue sur le plateau du groupe Nice Matin. Bonjour. Vous êtes directeur du développement Veolia Recyclage et Valorisation des déchets Sud-PACA. À mes côtés également aujourd'hui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Franck Golnadel, vous êtes président du directoire des aéroports Côte d'Azur. Alors messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que brièvement vous pourriez nous expliquer vos fonctions au sein de vos entreprises respectives et le message que vous êtes venus faire passer? Alors, mon rôle il est assez simple, c'est que l'État nous a confié par délégation le soin de développer les aéroports que nous gérons. Et notre rôle, c'est d'améliorer la connectivité de notre territoire au reste du monde. C'est un besoin très important pour les Azuréens, à la fois à titre personnel, mais aussi au titre travail, business. Et nous avons aussi la nécessité de développer ces infrastructures avec la volonté de s'inscrire dans un développement durable. Monsieur Pernaut ? Alors pour ma part, je suis en charge du développement sur la région Sud-PACA. Le développement, métier passionnant, plusieurs fonctions, plusieurs missions. Une mission principale, finalement, quelque part, c'est de réfléchir, travailler au métier de demain, dans le cadre d'un contexte légal, réglementaire, social qui évolue, qui bouge dans le domaine de l'environnement. Ça, c'est un point majeur. Donc réfléchir à après-demain, proposer des solutions pour après-demain. Mais finalement pas que, dans le sens où aussi c'est travailler avec la mise en place de nouveaux partenariats qui peuvent être des partenariats économiques, des partenariats sociaux, pour en fait quelque part générer une nouvelle approche environnementale dans le cadre de la transition écologique. Alors, Monsieur Golnadel, on va commencer avec l'aéroport. Des chiffres clés vont s'afficher à l'écran. Ce sont des chiffres qui datent de 2019. On était en période hors Covid. L'aéroport de Nice est le deuxième plus important de France après Paris. Et le groupe a annoncé atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Alors, je vous laisse commenter les chiffres qui s'affichent à l'écran. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on est le deuxième aéroport de France après les aéroports parisiens. On est aussi celui qui a la plus grande connectivité internationale. Il faut savoir que les Azuréens, grâce à leur aéroport, sont connectés avec plus de 120 destinations, 44 pays. On a battu un record en 2019 avant la crise Covid, tout le monde s'en souvient, 14,5 millions de passagers. Bon, les années suivantes étaient plus difficiles compte tenu de la crise Covid et des limitations de transport. En 2020, on a accueilli 4,6 millions de passagers. En 2021, un peu plus de 6 millions. On voit bien que le trafic reprend assurément, mais doucement. On gère 3 aéroports, l'aéroport de Nice, plutôt à vocation passager commerciale et un peu d'aviation d'affaires. L'aéroport de Cannes, aviation générale, c'est-à-dire les aéroclubs et les écoles de pilotage et un peu d'aviation d'affaires. Et l'aéroport de Saint-Tropez, qui est lui aussi aviation générale et aviation d'affaires. Mais surtout, ce qui est pour moi le plus important à dire, c'est que mon rôle premier, c'est de connecter notre territoire pour permettre aux Azuréens, pour des raisons personnelles ou professionnelles, de pouvoir voyager s'ils en ont besoin. Et évidemment, compte tenu du secteur économique fort du tourisme sur notre territoire, c'est de permettre aux gens qui ont envie de visiter notre merveilleux territoire d'y venir le plus simplement possible, mais retrouver à l'aéroport le niveau de qualité de service et d'accueil qu'on leur doit en tant qu'Azuréens. Est-ce qu'en 2022, le nombre de passagers, vous voyez que la courbe remonte ? Alors 2022 est sur des meilleurs auspices, effectivement. On a eu un été plutôt rassurant, voire même surprenant, parce qu'on a vu en fait le retour de beaucoup de passagers. J'en discutais avec des acteurs économiques encore récemment, mais on a vu non seulement des Européens revenir ou les Azuréens voyager en Europe, mais on a vu aussi notre connectivité vers l'international redémarrer. Beaucoup d'Américains sont venus visiter notre territoire et beaucoup d'Azuréens ont pu revoyager comme ils le souhaitaient, soit encore une fois
pour des raisons personnelles, pour rejoindre leur famille ou pour visiter des pays, soit pour des étrangers de venir visiter notre territoire. Alors Veolia se positionne depuis quelques années en leader de la transformation écologique. Ce mode de production consiste à transformer des déchets en matières premières ou en énergie. Vous réutilisez même des eaux usées. Alors les chiffres clés Veolia vont s'afficher à l'écran également. Ce sont les chiffres clés de 2022-2023. Moi, ce que je vois, ce qui me saute aux yeux, c'est 530 000 tonnes de déchets valorisés en matière. Vous allez pouvoir nous en dire plus. Et 854 000 tonnes de déchets valorisés cette fois-ci en énergie. Alors, le métier de Veolia RVD, recyclage, valorisation des déchets, notre métier est un métier de l'ombre, finalement, quelque part. Notre métier consiste en quoi? À collecter du déchet. Ce déchet, une fois collecté, notre objectif, c'est de le trier, de le valoriser, c'est-à-dire de le transformer en tant que matière, en tant que ressource. Les chiffres que vous indiquez, plus de 1 million de tonnes de déchets quelque part recyclés, valorisés, c'est-à-dire matière repartant dans un cycle de réutilisation sans pour autant consommer une ressource primaire. Donc c'est un chiffre important, mais dans cette synthèse des chiffres présentés, plusieurs éléments. Premier élément, c'est qu'effectivement, on est une société sur la région Sud-PACA, majeure, leader en transformation écologique, et on s'appuie sur un élément majeur, c'est 50 installations. 50 installations qui maillent l'ensemble du territoire, mais pas que des installations. On compte 2000 collaborateurs. Ces deux chiffres ont la volonté de présenter un élément majeur qui est que on est des acteurs du territoire. Notre métier, c'est un métier qui n'est pas délocalisable et c'est un métier qui répond à un besoin local. Ça, c'est un point qui est majeur. Le deuxième point qui est aussi majeur, c'est qu'avec ces quelques chiffres qui sont tant sur les quantités recyclées, valorisées, que sur les énergies produites, ces chiffres indiquent bien plus de 135 000 mégawatts d'énergie produite, chose importante. Ça veut dire qu'on est en plus contributeur et producteur d'énergie. Non seulement on gère du déchet, mais on transforme aussi ce déchet en énergie. Et fort de ce constat, on peut mettre en évidence qu'on est contributeur sur l'impact CO2, puisque sur l'ensemble du territoire national, de par nos activités, on génère un gain de tonnes CO2 aux alentours de 2,7 millions de tonnes par an. Alors moi, un chiffre qui m'affole sur ce qu'on voit à l'écran, on prévoit 70% d'augmentation de déchets supplémentaires d'ici 2050. C'est une source Banque mondiale. Je trouve ça juste affolant en fait. Alors c'est affolant. Je dirais que c'est plutôt... on va le tourner de manière positive en disant que c'est plutôt un indicateur très positif, à la réserve d'être en capacité de considérer que les déchets à venir sont des ressources. Si l'on continue à considérer des déchets comme étant des déchets, c'est-à-dire que je les collecte et ensuite je les élimine de manière ultime sans chercher à en tirer de la valeur ajoutée, oui, c'est affolant. En revanche, si on s'inscrit dans une démarche de travaillant le déchet pour en faire une ressource, à la fois matière, pour éviter de consommer une matière première, réduire notre impact par une production d'énergie verte, on gagne le pari. Alors, messieurs, pourquoi avoir donné un gros coup d'accélérateur sur tous les points qu'on vient d'énumérer ensemble? Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Gonladel, avec les aéroports Côte d'Azur, vous avez la sensation, des fois peut-être, d'être dans le viseur de certains? Alors oui, mais c'est pas ça qui nous fait changer. C'est-à-dire que quand vous regardez un peu, les aéroports de la Côte d'Azur, depuis 16 ans, ont pris des engagements de neutralité, de réduction des émissions de CO2. Et on l'a été il y a quelques années par compensation. Là, ce qu'on a fixé comme enjeu, et là où j'ai souhaité donner un coup d'accélérateur, c'est qu'on veut être neutre carbone à horizon 2030 pour nos propres émissions et celles que nous émettons indirectement à horizon 2030, sans compensation, mais pour ce qui est des émissions résiduelles par absorption. Et on y arrivera parce qu'on sait que c'est possible, puisque sur l'aéroport de Saint-Tropez, on y est déjà arrivé, et sur les aéroports comme celui de Cannes ou de Nice, on a un plan d'action clair, précis, chiffré, qui nous permettra d'y arriver, et ce, peu importe le niveau de trafic. Et ça, c'est important, parce que c'est un engagement que je prends devant vous pour les Azuréens, qui ont besoin évidemment d'avoir un développement de leur activité, de leur capacité à voyager, mais qui demandent en plus que leur aéroport, parce que nous sommes leur aéroport, soit le plus responsable en France.
Hervé Pernaut, côté Veolia, pareil, un gros coup d'accélérateur et peut-être des fois cette sensation d'être dans le viseur? Alors, gros coup d'accélérateur. Je ne partage pas votre avis dans le sens où le groupe travaille dans le domaine de l'environnement depuis plus de 100 ans. D'accord. Donc depuis plus de 100 ans, nous opérons sur les thèmes qu'on évoque aujourd'hui. Alors, accélérateur, oui, dans le sens où on a aujourd'hui un cadre légal et réglementaire qui est favorable. Je pense à la loi AGEC, je pense à la loi LTE, on en parlera peut-être un petit peu après. Oui. Mais pas que des lois telles que le développement des ZFE au 1er janvier 2015 font qu'effectivement, il faut qu'on raisonne différemment, mais pas seul, collectivement. Veolia est un opérateur du monde de la collectivité. Les élus, les associations, les particuliers. Donc, accélérateur, oui, certes, mais saisissons cette opportunité. Ensuite, il y a un élément qui est clair, il y a des éléments contextuels. La problématique ou le sujet du changement climatique. Une demande, une exigence des nouvelles et jeunes générations qui nous poussent à avancer. Et c'est très favorable. Les nouvelles personnalités que nous recrutons, un des critères de rentrée dans nos effectifs, c'est le fait que Veolia travaille dans l'environnement. Donc ce sont des indicateurs qui sont plutôt favorables. Puis ensuite, il y a des éléments conjoncturels qui finalement sont importants. Je pense au conflit en Ukraine où on voit qu'on a des équilibres sur l'énergie parfois qui peuvent être perturbés, qui ne sont pas qu'à l'échelle d'un pays mais à l'échelle d'un continent, voire au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur lequel il faut se pencher. Donc, saisissons cette opportunité pour avancer plus vite. Allez, tout de suite, première thématique de notre émission, la réduction de l'empreinte carbone. Alors, Monsieur Goldnadel, je vais commencer par vous. Alors, l'aéroport, tout de suite, on a des images qui nous viennent en tête. On imagine tout de suite gros trafic aérien, gros pollueurs, les hydrocarbures, les microparticules, même tout ce qui est infrastructure, les bâtiments, les parkings, tout ça, ça consomme de l'énergie. C'est ce que les Azuriens ont en tête. Mais par contre, moi, en préparant ce sujet, je m'aperçois que ça fait quand même 15-20 ans que vous travaillez à réduire votre impact environnemental. Je me suis même aperçue que vous êtes le seul et le premier groupe aéroportuaire français à avoir la certification 4+. Alors, vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez exigeant en matière de décarbonation. Concrètement, je pense que vous en êtes fiers de la détenir. Qu'est-ce que c'est ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a pris un engagement d'être neutre carbone à horizon 2030 pour nos propres émissions et celles que nous émettons indirectement. Donc, ça veut dire qu'on a un plan d'action pour, peu importe le niveau de trafic, réduire nos émissions de CO2. On y reviendra certainement tout à l'heure au travers d'exemples. Mais c'est très important pour les Azuriens, comme vous l'avez dit. Il ne faut pas opposer développement d'activité et développement durable. Et on a notre rôle à tenir pour réduire nos émissions. Et on sait que ça, c'est possible. Mais comme on n'est pas seul dans une chaîne de traitement général, il est important aussi qu'avec les autres acteurs de la chaîne du transport aérien, les compagnies aériennes et autres, on s'engage dans une démarche de réduction de nos émissions. Et c'est pour ça qu'on a candidaté et on a été audité sur notre plan d'action par un organisme qui n'est pas un organisme français, mais qui est un organisme européen, où on a obtenu la certification la plus haute possible aujourd'hui, qui est celle qui engage l'aéroport non seulement à être neutre carbone pour ses propres émissions à horizon 2030, mais aussi d'intégrer dans son bilan carbone, on va dire, le cycle de vol de l'avion qui vient sur Nice, et puis, peu importe le niveau de trafic, le réduire dans la durée. Et ça, c'est important. Il faut avoir en tête quand même qu'aujourd'hui, les avions consomment 30% de carburant en moins. Et on y reviendra, il y a plein de nouvelles technologies qui vont permettre de réduire les émissions de CO2. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise Covid. Quand le trafic aérien s'est interrompu, mais que le trafic routier a continué, dans les analyses que peut faire Atmosud ici des polluants autour de l'aéroport, finalement, on n'a pas vu une réduction très forte. Ce qui montre bien que les émissions ne sont pas les plus importantes, en tout cas qui touchent notre territoire, ne sont pas celles qui sont émises par les avions ou par l'aéroport. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre rôle à tenir, et on le tiendra.
Et c'est très important. Et je me souviens d'un commandant de bord lors d'un dernier voyage qui disait à ses passagers, voilà, sur le trajet Nice-Paris, on va consommer 2 litres au 100 par passager. C'est quand même des chiffres qu'il faut avoir en tête. Oui, on a un rôle à tenir. Oui, l'avion émet, comme la voiture émet, comme nous émettons en respirant. Et c'est parce que chacun prendra son rôle dans cette chaîne pour réduire que nous réduirons collectivement nos émissions. Alors, vous avez mis en place des solutions innovantes, justement, pour réduire l'empreinte carbone. Et il y a une action que j'ai relevée, que vous avez menée là en 2022. Alors, d'après ce que j'ai compris, maintenant, le terminal 1 va se chauffer à partir des eaux usées des Azuréens. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Dites-nous en plus. Alors, effectivement, c'est un projet qui a été porté par la métropole de Nice, qui est aujourd'hui piloté par Dalkia, et qui est notre partenaire. Et nous sommes... l'aéroport est dans la zone du Grand Arenas, qui est une zone qui a vocation à être aménagée. Et effectivement, on a un produit qui nous permet de fournir de la chaleur et de la climatisation au terminal 1. Jusqu'à présent, cette chaleur et cette climatisation étaient fournies par des turbines à gaz. Donc on chauffait, on climatisait le terminal 1 à partir d'une production qui était émissive, puisque c'était du gaz. Et là, vous avez remplacé du coup ces chaudières par une boucle tempérée. Exactement, grâce à un système qui est mis au point par Dalkia. On récupère l'énergie fatale qui est à 27 degrés des eaux usées de la métropole. C'est transformé grâce à des pompes et à des systèmes électriques en climatisation et en chauffage. Et c'est 700 tonnes de CO2 émis chaque année qui vont être économisées grâce à ce nouveau système. C'est plein de petites actions comme celle-là qui nous permettent de réduire nos émissions de CO2. Et ça, c'est déjà en place ? Alors, c'est en place pour le chauffage cet hiver, ça va être en place pour la climatisation l'été prochain, mais on a d'ores et déjà arrêté nos chaudières à gaz. C'est une belle action au sein de l'aéroport. C'est une action très importante et c'est là où je dis qu'on est au service du territoire. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va être utilisée après par les autres acteurs du Grand Arenas. C'est-à-dire que les immeubles qui sont construits dans cette zone-là pourront utiliser ce même système. Ça fait un peu sorte de laboratoire. C'est aussi une des démarches qui veut être la nôtre, c'est d'être le laboratoire de l'aéroport de demain. Comment, à travers d'idées bonnes ou mauvaises, en tout cas on les testera, on est capable d'innover et de permettre des nouvelles technologies. Alors, Veolia a été reconnue comme l'entreprise française la plus engagée pour la préservation de la planète. C'est une étude étape 2019. Alors, Hervé Pernaut, d'où vient cette prise de conscience et cet engagement ? Alors, le fait d'avoir cette reconnaissance, finalement, c'est quelque part, c'est une très bonne chose. Tout à l'heure, vous nous aviez posé la question, mais est-ce que parfois vous ne vous sentez pas dans le viseur ? Oui. Eh bien, écoutez, le fait d'avoir cette reconnaissance, c'est la démonstration qu'une activité économique privée peut avoir un intérêt collectif, qui plus est dans le domaine de l'environnement et la transformation écologique. Donc c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi ? La question, c'est pourquoi finalement ? Je pense qu'encore une fois, c'est lié au fait que c'est notre métier. Dans ce métier-là, c'est un métier de l'ombre. Quand vous ouvrez votre robinet pour consommer de l'eau, vous avez derrière un certain nombre d'acteurs qui ont fait en sorte de vous distribuer de l'eau à votre robinet. Quand vous rejetez votre eau dans votre évier, vous avez un certain nombre d'acteurs derrière, sans le savoir, qui sont acteurs pour gérer cette eau. Le déchet, c'est pareil, finalement, quelque part. Voire, finalement, en fait, c'est un métier qui est méconnu, mais qui, parfois, est un métier qui est, quelque part, non souhaité. Quand vous êtes le matin, première heure, que vous vous levez tôt, et que vous êtes derrière une benne ordure ménagère, vous râlez. Oui, c'est vrai. Vous râlez. Sauf qu'en fait, pour faire tourner un camion, pour ramasser vos poubelles, vous avez forcément des hommes et des femmes engagés. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui parfois crée des nuisances, donc il faut être en permanence 24 sur 24, là sur l'opérationnalité terrain pour lutter contre ces nuisances potentielles, mais aussi quelque part recevoir une forme de défiance de tout un chacun. Combien sur la région on doit être à l'origine de la collecte de plus de 3 millions d'habitants sur l'ensemble de la région PACA. On a nos opérateurs de collecte qui, quand on parle de collecte sélective, nous disent aujourd'hui, j'ai des particuliers qui m'interpellent en me disant mais est-ce que finalement mon geste de tri c'est le bon geste ? Est-ce qu'il y a une efficacité à mettre ma bouteille plastique dans la colonne jaune parce que j'ai pas la certitude ? Eh bien, nous avons des salariés, des collaborateurs, des ressourceurs qui prennent le temps d'expliquer. Il faut de l'énergie, il faut vraiment de l'énergie. Donc,
Pourquoi ce label ? C'est parce qu'en fait, c'est structurellement dans l'ADN du groupe. C'est un ADN qui est d'autant plus local. Vous êtes obligé de connaître le contexte local pour pouvoir répondre présent à une demande locale. Et puis, ensuite, il y a un autre élément qui est majeur. Pourquoi aussi ? C'est parce que même si on est une structure mondiale, on est finalement un des métiers non délocalisables. Votre poubelle, elle sera collectée au pied de votre porte. Bien sûr. Et vous ne pouvez pas délocaliser. Ce sont des métiers de proximité. Ce sont des métiers de proximité, ce sont des métiers de service. Et ce sont des métiers de lien. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut peut-être un peu mieux éduquer les citoyens justement sur le tri, justement, comme vous disiez ? Alors, oui, bien sûr, il faut éduquer. Et c'est aussi une des raisons et une des missions du groupe. Beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Arriver à dissocier la dimension économique de notre métier. Parce que rapidement, il y a un réflexe spontané de dire c'est trop cher. Mais en fait, tout notre travail consiste à expliquer mais pourquoi ces coûts ? Et pour limiter ces coûts, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est consommer autrement, c'est moins produire de déchets, c'est respecter les consignes de tri, toute étape nécessaire et obligatoire pour qu'effectivement, globalement, on s'y retrouve. Alors, Monsieur Golnadel, on va revenir un petit peu sur l'aéroport. Donc, vous nous expliquez qu'aujourd'hui, vous faites beaucoup d'efforts et vous vous engagez justement sur cette réduction de l'empreinte carbone. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des leviers pour proposer aussi aux compagnies aériennes de faire des efforts ? Est-ce que vous avez des moyens de les inciter ? Alors, c'est une démarche collective. Comme le disait monsieur, on est dans une démarche où chaque acteur doit prendre son rôle dans une chaîne globale. Et c'est exactement le cas du transport aérien. Je ne crois pas à une seule idée ou une seule action qui fera qu'on se transformera. En fait, c'est une liste d'actions qui, combinées les unes aux autres, permettra de réduire. Je vais donner à la fois des exemples sur ce qu'on a pu faire et ce qui va arriver demain. Sur ce qu'on a pu faire, je pense qu'il faut que les Azuréens aient la bonne connaissance de ce qui se passe actuellement sur leurs aéroports et singulièrement sur leurs aéroports de Nice, Cannes et de Saint-Tropez. Aujourd'hui, quand un avion d'affaires arrive, une fois qu'il s'est posé et qu'il est arrivé à un point d'accueil, il n'utilisera plus son moteur jusqu'au moment où il repartira. Et à la fois, ses passagers, tout ce qu'on va lui faire au sol, sera alimenté directement, soit par des véhicules hybrides ou électriques, soit par des prises branchées sur le courant de l'aéroport, mais il n'utilisera plus son moteur. On parle souvent des ports, des gros bateaux qui viennent à quai et qui font tourner leur moteur pour fournir de l'énergie. Ça n'est plus le cas sur notre aéroport. Les avions, quand ils arrivent, ils sont stationnés, ils sont branchés et ils n'utilisent plus leur moteur de queue. Et donc tout ça, c'est des émissions de CO2 qui ont disparu parce qu'on n'utilise plus des moteurs thermiques pour fournir l'énergie. Nous travaillons avec les compagnies aériennes, avec l'aviation civile, à des trajectoires plus performantes, qui évitent d'utiliser des moteurs à la fois pour accélérer et freiner, mais plutôt dans des descentes continues. C'est un peu comme vous, quand vous conduisez votre voiture. Vous savez que si vous n'avez pas sans cesse à accélérer, à freiner, vous consommez moins et donc vous émettez moins. Tout ça, c'est bien non seulement pour les émissions de CO2, c'est bien pour le bruit, c'est bien finalement pour la planète. Et puis, demain, vont arriver des nouvelles technologies. On parle de l'avion électrique pour remplacer des avions thermiques pour les écoles de pilotage. On a accueilli cet avion. Les aéroports de la Côte d'Azur ont mis en place une tarification hyper attractive pour permettre aux aéroclubs d'acheter, on finance en partie l'avion, et puis d'avoir des réductions sur l'utilisation de cet avion-là quand ils pourront l'utiliser, quand l'avion sera mature pour être utilisé. On sait que l'hydrogène est une source demain. Des nouveaux moteurs vont arriver, du nouveau carburant. On parle souvent du SAF. On a été, il y a un an, avec Air France, avec Total Energy, avec la métropole, à l'initiative d'un premier vol avec 30% de carburant nouvelle facture, qui n'est pas un carburant créé depuis le pétrole, mais par, on va dire, réutilisation d'huile usagée. Voilà, à 30% dans un avion. Donc tout ça, bout à bout, fait que je suis convaincu que nous émettrons beaucoup moins demain. Et c'est pour ça qu'on a pris cet engagement, pour assurer nos riverains qu'on tiendra cet engagement de réduction. C'est un vrai challenge. C'est un challenge, mais j'ai envie de dire, c'est un engagement nécessaire. Il est nécessaire pour continuer de convaincre les clients de voyager pour leurs besoins par l'avion. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'avion, il a ceci comme avantage, peut-être par rapport à d'autres moyens de transport, et souvent on cite le train. Je voudrais redonner quand même quelques vérités.
la différence entre l'avion et le train, oui, c'est vrai que le train est électrique, en tout cas pour le TGV, ce qui n'est pas le cas encore de toutes les locomotives. Mais vous êtes obligé de relier le point A au point B par des rails. Et ça, pour les construire, pour les exploiter, pour les maintenir, il y a des émissions de CO2 pour le faire. L'avion, il a besoin d'un aéroport à l'arrivée, un aéroport au départ, mais pas d'infrastructure entre les deux. Il n'y a rien au milieu. Et il n'y a rien au milieu. Alors en janvier, petite révolution chez Veolia, puisque vous êtes devenu propriétaire de Suez. Votre nouvelle PDG, Estelle Brachlianoff, a lancé plusieurs initiatives. La première, d'ailleurs, a fait l'effet d'une grande annonce, puisqu'elle dit que Veolia va devenir autonome sur le plan énergétique d'ici 5 ans. Donc ça, je pense que c'est un vrai défi que vous devez relever. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ? Et si oui, comment vous allez faire ? Alors, un défi, bien sûr que c'est un défi. Mais c'est un challenge qui est particulièrement excitant parce qu'on est vraiment, comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure, on est à la croisée des chemins. Il faut qu'on change nos façons de consommer, il faut qu'on change notre façon d'appréhender notre consommation, notre production de déchets, notre consommation d'eau, notre dépendance à l'énergie. Et aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un beau challenge. Alors, on ne part pas de rien, bien au contraire. On a 2 axes principaux de travail. Le premier axe, il est de consommer, nous, en tant qu'activité industrielle, on est des acteurs consommateurs d'énergie. Comment consommer différemment ? Donc, réfléchir à nos process industriels de manière différente, qu'ils soient moins énergivores. Ça, c'est un point majeur, à la fois d'un point de vue technologique, mais même à la fois d'un point de vue opérationnel. Il faut que nos opérateurs comprennent que leur geste peut être à l'origine de consommation d'énergie. Il y a aussi, finalement, quelque part, la possibilité de changer aussi nos équipements, mettre en œuvre des équipements qui consomment moins d'énergie. Donc ça, c'est la part consommons moins et consommons différemment. Après, on a une autre part qui est absolument pas négligeable et qui est déjà en opérationnalité, c'est produire de l'énergie à partir de nos déchets. Je citerai 2 exemples, ou 3. Le premier, produire du biogaz à partir de la fermentation des boues de station d'épuration. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, vous consommez de l'eau et ensuite vous avez de l'eau rejetée. Et bien cette eau sale, finalement, est traitée et permet de produire une boue qui, elle-même, après fermentation, va produire du biogaz. Le déchet que vous avez laissé dans votre poubelle grise, il est stocké dans des centres de stockage ou méthanisé qui va permettre de produire du biogaz. Et ce biogaz-là va être transformé en énergie. Au même titre que vous avez une partie résiduelle de vos déchets qui peuvent être incinérés. Donc en étant incinérés, dégagent de la chaleur. Et cette chaleur-là, elle peut être ce qu'on appelle turbinée, finalement, passer dans une turbine pour utiliser la vapeur, pour faire tourner une turbine qui elle-même va produire de l'énergie électrique. Mais il reste encore une énergie dite fatale, et cette même énergie peut effectivement être injectée dans des réseaux de distribution de chauffage. Et puis il y a un 3e axe sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle les biocarburants. Biocarburants, c'est un axe fondamental du groupe sur lequel on se positionne. 2 chiffres importants. Le premier, aujourd'hui, notre consommation est couverte à hauteur de 1/3, notre consommation diesel est couverte aujourd'hui à 1/3 par notre production. Donc c'est plutôt positif. Puis l'autre élément, c'est que nous en sommes aujourd'hui qu'aux 2/3 de notre capacité de production d'énergie verte. Donc ça veut dire qu'on a encore une marge de progrès, une marge de manœuvre importante. Pour autant, ce challenge est d'autant plus intéressant qu'on ne va pas le faire tout seul. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui composent notre société vont être des parties prenantes. L'administration, les élus, le voisin d'un site industriel. C'est d'autant plus un challenge qu'on va être obligé de faire preuve de pédagogie et d'explication sur l'intérêt du pourquoi du comment. Donc dans 5 ans, vous pensez être au rendez-vous et être autonome ? Sûrement. Sûrement. Alors, l'aéroport de Nice, vous avez une grosse actualité, c'est tout récent, ça vient de tomber en octobre. Vous avez reçu l'aval du tribunal, et oui, ça vous fait sourire, pour l'extension du terminal 2. Je pense que pour vous, c'est une super nouvelle, vous devez être très content. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux personnes qui pensent que c'est un projet écocide ? Alors, d'abord, c'est une très bonne nouvelle, avant tout pour les Azuréens, parce qu'il s'agit de pouvoir continuer de développer tout en respectant les engagements que j'ai décrits
un peu avant, de développer l'aéroport, donc de développer notre connectivité avec le reste du monde, pour permettre aux Azuréens, parce qu'encore une fois, mon rôle, c'est de permettre aux Azuréens demain de voyager selon leur volonté. C'est pas moi qui crée le trafic. Je prends souvent l'exemple d'un directeur d'école. C'est pas lui qui génère les enfants ou qui est père de tous les enfants qu'il accueille dans son Bien école. sûr. Il est obligé d'adapter son école aux besoins et au nombre d'enfants qu'il va avoir à accueillir dans quelques années. Ben, c'est exactement mon cas. Je sais que le trafic va peu à peu évoluer, qu'on n'accueille plus les clients comme on les accueillait il y a encore 3 ans. Si vous vous souvenez, en 2019, on a accueilli 14,5 millions de passagers dans des conditions qui n'étaient pas au niveau attendu des Azuréens pour être accueillis ou accueillir les clients qui viennent visiter la Côte d'Azur. Et donc, on aura besoin de cette infrastructure. Mais là encore, ne soyons pas dans les extrêmes, comme certains veulent le dire. On est en train de parler à terme de 4 millions de passagers supplémentaires qui pourront être accueillis sur l'aéroport. C'est-à-dire qu'on passera globalement de 14 à 18. C'est-à-dire 2 millions. D'ici combien de temps ? Quand on aura fini les travaux, donc dans 4 à 5 ans, mais sur plusieurs années, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On va accueillir 4 millions de passagers arrivée-départ, c'est-à-dire 2 millions au départ. Donc on n'est pas en train de parler d'une explosion du nombre de passagers. Et puis je voudrais donner 2 chiffres très importants aux gens qui nous écoutent. Sur les 7-8 dernières années, le trafic a augmenté de 30%. Mais les nombres d'avions pour amener ces clients-là n'ont augmenté que de 2,6%. Donc vous voyez qu'il y a un rapport de 1 à 10, plus de 1 à 10, entre le nombre de passagers accueillis et le nombre d'avions. Pourquoi ? Parce que les avions sont plus denses, plus gros, transportent plus de passagers pour un même mouvement. Et ça, c'est très bien. C'est comme dans une voiture. Plus vous pouvez mettre de monde dans une voiture et ne pas être en voyage avec une seule ou 2 personnes dans une voiture, c'est mieux pour tout le monde. Donc oui, on a la vocation de développer cet aéroport, mais je pense qu'il faut pouvoir dire aux Azuréens ce qu'est réellement ce projet-là, qu'il s'inscrit dans une démarche environnementale très exigeante, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la neutralité carbone, ça viendra même si on étend le terminal 2, que si on réduit nos émissions de CO2, y compris en prenant en compte les émissions des avions, ça viendra avec cette extension, et que les chiffres qui sont donnés parfois par des associations n'ont aucune réalité. D'ailleurs, c'est ce que le tribunal a statué, c'est que les chiffres que nous donnions étaient les bons. Et puis le dernier point qui est important, on ne va pas construire sur des zones qui étaient des zones où il y avait des végétaux, où ce n'était pas construit. On ne construit pas de nouveaux postes de stationnement avions, on ne construit pas de nouvelles pistes, on étend un bâtiment sur une zone qui était déjà construite. Donc c'est ça le projet d'extension. Et les travaux commencent quand ? Alors les travaux devraient commencer en début d'année prochaine, se dérouler sur 4 ans, et on devrait pouvoir ouvrir, si tout se passe bien, une première partie de l'extension en 2025 et puis la dernière partie début 2026. Alors, Veolia et l'aéroport, vous avez encore un nouveau point commun, c'est que tous les deux, vous plantez des arbres pour absorber le CO2. Alors, j'ai envie de vous demander, question bête, mais face à toute cette consommation d'énergie, est-ce que planter des arbres, c'est pas un petit peu anecdotique ? À Veolia, par exemple, vous avez fait à Grasse une opération qui s'appelle Une naissance, un arbre. Quant à vous, à l'aéroport, vous prévoyez d'absorber 23 tonnes de CO2 rien que sur votre site de Saint-Tropez. Alors, Hervé Pernaut, déjà, parlez-nous de cette action que vous menez déjà depuis quelque temps, Une naissance, un arbre. Alors, je pense que la notion de Une naissance, un arbre, c'est une opération qui est remarquable à l'initiative de son président Jérôme Viau de la CAPG. Pourquoi elle est remarquable à plus d'un titre ? La première raison, c'est qu'effectivement, c'est une action qui est pédagogique. C'est-à-dire rendre quelque chose d'impalpable par quelque chose de palpable. Un arbre, tout le monde sait ce que c'est qu'un arbre. On le voit. On le voit, c'est concret, on peut le toucher, on peut l'identifier. Une tonne d'émissions CO2, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc une action comme celle-ci, elle est fondamentale parce que, 1, c'est pédagogique. 2, un élément qui est plutôt intéressant, c'est que ça va durer dans le temps. C'est-à-dire qu'un arbre, une fois planté, il ne va pas être coupé demain. Donc, c'est transgénérationnel. Le troisième point, et la philosophie justement du projet, c'est effectivement de créer en milieu de Grasse une forêt urbaine. D'accord. C'est fabuleux. Je veux dire, c'est fabuleux. On est en train de réinternaliser
la végétation en centre-ville. Qui plus est, pour répondre à un besoin qui s'appelle économiser la TNCO2 ou retraduire ou compenser par ce qu'on appelle les puits carbone l'émission CO2 rejetée. Alors nous, pourquoi on est d'autant plus intéressés, c'est qu'on a conscience, de par nos activités, que nous avons une empreinte carbone. Nos camions qui tournent aujourd'hui, même si demain on va faire évoluer notre flotte, avec l'avancement des technologies, on émet du CO2. Donc on se doit de travailler notre empreinte carbone. Donc lorsque ce projet nous a été présenté par M. le Président Vio, effectivement, on s'est engouffré et on a partenarisé avec Reforest Action, qui est une société compétente en la matière, pour justement travailler ce projet, avoir un démonstrateur. Et l'idée, c'est finalement un arbre, une naissance. Je trouve ça très fabuleux, je trouve ça très joli. Je trouve ça Le titre est fort. Est fort et évocateur. Trouver, associer une naissance avec renouvellement génération, avec un arbre, je trouve que c'est une image qui est très parlante. Puis c'est d'autant plus parlant pour nous que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un moyen de pas gommer, mais de compenser notre impact carbone. La quantité d'arbres plantés, cette forêt urbaine, j'adore ce terme de forêt urbaine, compense en fait finalement l'activité de la collecte de 4 ans. Ça fait 4 ans que ça existe 4 ans, c'est 4 ans de collecte, l'émission de 4 ans de collecte d'ordures ménagères compensée par cette forêt urbaine. Je trouve ça fabuleux. Et tout ça, c'est en Pays de Grâce. Et tout ça, effectivement, c'est en Pays de Grâce. Alors, pareil, à l'aéroport, vous menez cette même action. Ça vous sert à absorber des tonnes et des tonnes de CO2. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? Je pense qu'on est dans cette même logique. C'est-à-dire que sur l'aéroport de Saint-Tropez, par exemple, on a réduit autant que possible les émissions de CO2. Et je vais vous donner un exemple. Parmi ce qui n'est pas aujourd'hui capable d'être transformé, c'est le camion de pompiers qui permet la sécurité sur les pistes. Aujourd'hui, on n'a pas de camion hybride ou électrique qui permet de répondre à la réglementation dans ce domaine. Ça n'existe pas pour le moment. Et donc, on est face à des émissions résiduelles en faible nombre, mais qu'on ne sait pas neutraliser aujourd'hui. Et donc, on a signé un accord tripartite avec l'ONF et avec des communes. C'est le cas à Saint-Tropez, c'est le cas à Carros, à côté de chez nous ici, à Nice, où on décide d'avoir un engagement pluriannuel qui nous permet de planter des arbres sur des zones qui ont été endommagées par des incendies, où se pose la question du financement du reboisement. Et nous prenons à notre charge le financement et l'entretien sur des décennies de ces forêts qu'on replante, ce qui nous permet de créer des puits de carbone à proximité très proche de l'aéroport et qui nous permet aujourd'hui d'absorber les émissions résiduelles que nous ne savons pas neutraliser. Mais j'ai envie de dire que c'est une promesse aussi sur l'avenir, parce que ce que je vous disais du camion de pompier qu'on ne sait pas aujourd'hui transformer en hybride ou en électrique, je suis convaincu que dans 3-4 ans, les fournisseurs arriveront à faire accepter par les entités qui réglementent ce type de camion pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur un aéroport. Et même si on aura réussi à transformer nos flottes, ces arbres resteront et permettront d'absorber à la fois des émissions que nous émettons, mais aussi toutes celles qui sont émises tout autour. On passe tout de suite à la deuxième thématique de notre émission, la transformation des déchets en énergie verte. Alors Hervé Pernaut, chez Veolia, pour développer la production d'énergie verte à partir de déchets cette fois-ci non recyclés, vous renforcez la performance industrielle de vos installations. On a entendu parler d'un robot très performant qui s'appelle Robin. Il est installé sur votre site de Villeneuve-Loubet. Qu'est-ce que c'est Robin ? Qu'est-ce qu'il fait ce robot ? Alors Robin, c'est un outil qui est fabuleux, qui est une fierté pour le groupe à plus d'un titre. Je voulais juste en amont préciser que le groupe a une lithographie de salariés qui est assez importante. On a du personnel peu qualifié à du personnel ultra qualifié. Robin, finalement, c'est l'association de tout ça. C'est-à-dire que Robin, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de tri robotisé. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'acteurs qui vont chercher ce qu'on appelle le picking sur un tapis de tri à la main, les déchets. C'est directement un robot, donc de l'intelligence artificielle, qui va sélectionner les matières et qui finalement, pourquoi on a eu ce résultat et comment on a eu ce résultat ? Parce que justement, c'est la conjugaison de l'ensemble des compétences. Pourquoi aussi ? Parce que on est sur un territoire azuréen, où il y a la volonté d'avancer. Et donc, développer un projet comme celui-ci,
avait tout son sens. D'autant plus que ça a été un projet qui a été conduit en partenariat avec Comilier, et je tiendrai à souligner aussi la contribution de l'ADEME dans le cadre de ce projet. Ce qui est important, au-delà de la conception, c'est aussi également du concret. C'est du concret. Aujourd'hui, faire de l'énergie à partir des déchets, il faut aller sélectionner la bonne matière dans la matière. Produire de l'énergie, c'est respecter des réglementations. Et donc, avoir un flux qui peut être transformé en énergie, il faut le trier, le préparer correctement. Aujourd'hui, cette installation Robin, sur Villeneuve-Loubet, c'est un outil qui nous permet en fait de traiter 15 000 tonnes, de trier, de valoriser à terme 15 000 tonnes de déchets encombrants du territoire, et d'avoir un taux de recyclage-valorisation à hauteur de 95%. Cela veut dire que sur 15 000 tonnes, il ne reste plus que 5% de déchets résiduels. Vous posiez la question des 70%, c'est l'exemple typique. Oui. Aujourd'hui, avec de la technologie, avec du savoir-faire, avec de la pédagogie, on peut effectivement évoluer de manière positive. Alors à l'aéroport, bien sûr, l'entretien des infrastructures, le fret, l'administration des entreprises, tout ça, ça génère des déchets. J'ai trouvé un chiffre, c'est 3300 tonnes de déchets par an. J'imagine qu'avec tout ça, on est obligé d'avoir une politique de recyclage. Oui, et pour être très clair avec vous, je pense que c'est un des sujets sur lequel on peut encore faire mieux et on va faire mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux de recyclage des déchets, je le dis devant le représentant de Veolia, qui n'est pas au niveau qu'on pourrait obtenir, et ça nécessite qu'on donne un coup d'accélérateur à nous-mêmes d'abord, mais aussi à nos partenaires, et puis un petit message à nos clients passagers qui passent dans nos installations. Donc on est en train de mettre en place toute une chaîne, depuis la collecte jusqu'au traitement des déchets, qui vise à passer à peu près de 20 à 25% de tri des déchets valorisés à plus de 60%. C'est un objectif qu'on se fixe, qu'il va falloir réaliser. Et c'est très important parce qu'on est une infrastructure qui accueille des entreprises, qui accueille du public. On est une infrastructure où vous avez des acteurs qui travaillent, des concessionnaires, qui ont des cartons, qui ont des produits. Vous avez aussi des restaurateurs qui produisent à la fois à partir de matières premières et qui ont des déchets derrière. Et tout ça nécessite que nous travaillions collectivement à une meilleure valorisation. C'est très, très important. Je vous l'ai dit, on est en train de négocier avec les entreprises comment accélérer la valorisation, mais on s'est fixé un cap très ambitieux, sous quelques mois, de valoriser 65%. Et puis si je profite de votre question, même si elle ne pose pas ça, il y a valorisation et valorisation. Il y a valorisation des déchets pour éviter qu'on produise quelque chose qu'il va falloir détruire. Et puis, vous savez, sur un aéroport, des passagers, je pense que ça vous est peut-être arrivé, vous passez à la sûreté et vous êtes amené de temps en temps à ce qu'on vous retire un objet qui n'est pas permis en cabine. C'est une bouteille d'1 litre ou quelque chose comme ça. Et sur l'idée que je tiens à souligner d'un collaborateur qui était très proche des Restos du Cœur, eh bien, on a mis en place, et on est le premier aéroport à l'avoir fait, un partenariat avec les Restos du Cœur. Alors, c'est jamais un bon moment quand on demande à un passager de ne pas et de laisser un objet interdit au vol. Eh bien, il donne son accord pour que ça soit remis au Restos du Cœur. Et on va le généraliser sur toutes nos lignes de sûreté. Et c'est une façon aussi de valoriser les déchets. Alors chez Veolia, je rebondis justement, vous travaillez au plus près de vos partenaires, vous les accompagnez, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et notamment l'aéroport, vous les accompagnez puisque les déchets sont recyclés par le centre de production d'énergie verte niçois qui s'appelle Arianeo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors, tout d'abord, merci de me donner la parole sur ce sujet Arianeo. Arianeo, c'est un fleuron. C'est une usine qui est remarquable de par son implantation, les contraintes associées, sa nécessité d'intégration, mais qui est remarquable aussi de par son projet et l'ampleur de cette installation-là au regard du besoin métropolitain. Remarquable parce que c'est une usine qui permet aujourd'hui, de par un travail assez conséquent d'équipes techniques formées, engagées, permettent aujourd'hui, ces équipes-là vont permettre d'augmenter la capacité de traitement de déchets ultimes de plus de 40% sur la même emprise foncière, ce qui est colossal. C'est aussi
Un fleuron parce que dans le cadre du fonctionnement du process, on a mis tout un tas d'intelligences complémentaires d'assistance qui permettent d'optimiser le fonctionnement de l'usine et son rendement de 10%. C'est particulièrement important. Si je donne un peu un exemple pour illustrer concrètement, cette usine va produire l'énergie électrique de la consommation de 25 000 habitants. Voilà. Ça, c'est énorme. Donc demain, nos installations de traitement de déchets ou de valorisation de déchets vont devenir quelque part des sources de production énergétique. Bien sûr. Encore faut-il bien les maîtriser et les travailler. Et encore faut-il faire en sorte que ces installations-là soient acceptées, intégrées dans l'environnement. Et ce projet d'Arianeo, qui est un projet qui nous tient très à cœur, en plus de la dimension process, réponse à une solution de traitement de déchets et de performance technologique, il se voulait avant tout également inclusif. C'est-à-dire que cette installation-là, elle a été conçue dans son quartier, dans son environnement, de telle sorte que finalement, on a créé des espaces ouverts au public. On va créer des espaces ouverts au public. On va créer un espace repair, de telle sorte qu'on parlait tout à l'heure de la pédagogie, faire en sorte de comment évoluer le changement. Il faut faire la démonstration par la preuve. Mettons en place des ateliers pour sensibiliser les populations, grands, petits, moyens. Et puis, c'est pas qu'un environnement de contrainte dans le sens où on a prévu aussi également d'aménager un espace de promenade, d'intégration de jardin d'agrément. Après, c'est aussi un outil particulièrement intéressant puisqu'aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'employés. N'oublions pas, je le rappelle, nous sommes des acteurs locaux, des ressourceurs locaux. Et ça va être aussi social puisqu'il y a un volant de 30 emplois qui vont être créés avec une priorité pour les quartiers de proximité et puis bien sûr pour le territoire métropolitain. Alors à l'aéroport, vous achetez de l'électricité verte, vous en produisez aussi. Annonce récente du groupe, on parle de l'installation de panneaux photovoltaïques d'ici 2030. Est-ce que votre souhait, à terme, c'est de devenir autonome en fait ? Alors je ne sais pas si on arrivera à être autonome avec la propre production photovoltaïque. En tout cas, on a la chance d'être dans une région idéale pour y mettre du photovoltaïque. On a des surfaces de toiture, des surfaces de parking qui permettent d'imaginer de pouvoir le faire. Alors, c'est un peu plus contraint sur l'aéroport de Nice compte tenu de l'exiguïté des surfaces. Sur Saint-Tropez et sur Cannes, on a un peu plus d'espace disponible, mais en fait, c'est la combinaison. Il n'y a pas une seule solution. Oui, on achète de l'électricité verte française qui permettent de réduire nos émissions de CO2. Et deuxièmement, on doit rechercher de l'autoproduction par les surfaces qui sont disponibles. Il faut savoir que nos besoins vont augmenter de façon extrêmement dynamique parce que, je vous l'ai dit, une grande partie des véhicules, des acteurs qui travaillent sur l'aéroport vont basculer en tout électrique ou à minima en hybride. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui arrivent avec des véhicules électriques, qui trouvent des prises pour se brancher. Tous ces besoins-là, mis bout à bout, font que le besoin en énergie électrique ne cesse d'augmenter. Alors après, on va être honnête, on s'est dit tout à l'heure, on ne peut pas tout décarboner non plus. On parlait des camions de pompiers. Je pense aussi aux engins qui poussent les camions, les centrales de secours aussi qui fonctionnent au gasoil. À un moment donné, on ne peut pas non plus être... On ne peut pas non plus tout faire, mais c'est l'exemple à sa petite échelle que je prenais sur Saint-Tropez. C'est-à-dire que les camions de pompiers aujourd'hui ne sont pas éligibles à une motorisation hybride ou électrique pour des questions de réglementation et d'assurance, on va dire, qualité, réactivité, comme on le doit en matière de sécurité des biens et des personnes. Mais je suis convaincu que les technologies viendront. Et si ce n'est pas électrique, ça sera à hydrogène. Et donc demain, peut-être que ça sera un camion de pompiers qui sera alimenté par de l'hydrogène, condition qu'on garantisse la sécurité, évidemment. Donc on le fera. Simplement, on a un temps de transition. C'est pareil pour nos turbines à gaz en cas de coupure électrique. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on recherche de l'électricité et puis d'un autre côté, il faut assurer la sécurité de fonctionnement. On a pris la décision d'avoir un plan de sobriété pour l'hiver et pour les mois à venir, pour continuer d'être aussi un acteur responsable qui participe à l'effort qui est demandé par l'État et par les collectivités territoriales en matière d'alimentation électrique.
Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les politiques de relance de la France et de l'Union européenne sont là, hein. Aujourd'hui, est-ce qu'à votre goût, elles sont trop ou est-ce qu'elles sont suffisamment ambitieuses? Je parle bien sûr de la loi de 2015 hein, sur la transition énergétique. On parle également du triplement de la taxe générale sur les activités polluantes. Ça arrive bientôt puisque c'est d'ici 2025. On parle aussi de renforcement de contrôle. Alors, est-ce que, messieurs, ces textes sont un petit peu, pour vous, l'accélérateur hein, de cette transformation? En plus, j'imagine que ça représente des coûts assez exorbitants. Monsieur Pernaut? Je pense que cet élément contextuel, réglementaire, finalement, quelque part, c'est la traduction d'une demande. Oui. Les textes de loi sont produits par des élus qui eux-mêmes sont élus par une population. Donc, considérer ça comme une contrainte ou... ça serait à l'inverse de la demande de la collectivité. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une véritable opportunité. C'est une véritable opportunité parce que la contrainte, par définition, génère de l'intelligence et génère l'innovation et génère de la création de valeurs alternatives ou différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, dans l'immédiateté, ça peut être perçu comme effectivement une contrainte économique par la taxe. Mais encore une fois, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est la taxe s'applique à quoi? Si la taxe s'applique à un déchet dit ultime, ce qui est le cas, ça a du bon sens. N'oublions pas que la volonté, c'est de faire en sorte que le déchet devienne une matière, devienne une ressource, voire même faire en sorte qu'on produise moins de déchets, donc travailler dès en amont. Donc appliquer une taxe sur un déchet dit ultime, oui, effectivement, c'est une charge, mais c'est un bénéfice à la faveur du développement de solutions alternatives qui permet de lancer des plans d'investissement sur l'innovation. Je donnais l'exemple tout à l'heure, l'illustration d'Arianeo. Je donnais l'exemple tout à l'heure du centre de tri sur Villeneuve-Loubet. Ce sont typiquement le résultat positif de contraintes réglementaires favorables. Donc, saisissons-nous de cette opportunité. Côté aéroport, qu'est-ce que vous pensez de ces lois ? Moi, de toute façon, je vous l'ai dit dès le départ et j'essaye de le démontrer dans nos actions du quotidien, on n'est pas dans une démarche de coercition. C'est-à-dire que si on attend d'être forcé pour le faire, on essaye d'anticiper. Et d'ailleurs, de temps en temps, ça nous pose quelques soucis parce que, vous voyez, je prenais l'exemple du plan de sobriété. On voit bien que tout le monde aujourd'hui nous dit essayez de consommer moins. Ça fait 5 ans qu'on a mis en place un plan de sobriété. On a réduit nos consommations énergétiques par passager traités dans nos installations de façon très drastique. Et on sait souvent que quand vous avez fait le gros de l'effort, les petits efforts que vous avez à faire sont les plus difficiles. Bon, ça, à la limite, pour nous, on prend ça comme un engagement à continuer. Et donc, on anticipera un certain nombre d'actions. Ce n'est pas un sujet. La coercition n'est pas un sujet. On est plutôt dans l'anticipation. Allez, tout de suite, troisième thématique de cette émission, la mobilité douce. Alors que ce soit chez Veolia ou à l'aéroport, c'est un vrai sujet pour vous, hein, c'est un axe majeur de vos stratégies à chacun. Chez Veolia, on en parlait à plusieurs reprises pendant l'émission, vous appelez vos salariés les ressourceurs. Alors vous allez pouvoir nous expliquer enfin ce terme et nous dire l'un et l'autre comment vous accompagnez vos salariés vers cette mobilité douce. Monsieur Pernaut, peut-être ? Volontiers. Alors déjà, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la mobilité douce, on y travaille depuis un certain temps. On travaille sur des sujets de raisonner différemment notre logistique camion, c'est-à-dire optimiser, faire en sorte qu'on consomme moins de transport logistique. Ça, c'est déjà un outil pour moins consommer de transport. Le deuxième point, c'est effectivement réfléchir à notre flotte camion. Quelle va être la flotte de camions de demain, la moins impactante? On est sur effectivement une progression technologique. Hein. Les technologies existent, maintenant il faut arriver à les dupliquer et à faire de la production de masse. Et puis ensuite, il y a cette fois-ci au niveau du personnel, de nos ressourceurs, donc des personnalités engagées, des hommes et des femmes engagés. On voit qu'il y a à la fois la nouvelle génération qui bouscule l'ancienne génération. Oui. La nouvelle génération, finalement, elle se préoccupe même plus de « je veux une voiture de fonction, pas une voiture de fonction », etc. Le premier réflexe qui est posé, c'est de dire « est-ce que je peux bénéficier d'une carte de bus ? Est-ce que je peux bénéficier d'un ticket de métro ?» Les mentalités évoluent. Les mentalités évoluent. Combien d'enfants aujourd'hui à 18 ans ne passent plus le permis de conduire ? On se retrouve dans des situations où parfois on a besoin de délai pour recruter quelqu'un parce que c'est plus une priorité.
Et on a aussi des cas d'illustration qui sont concrets, mais qui sont révélateurs. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est plutôt un signe, c'est une trajectoire. On a certains salariés qui effectivement combinent leur temps de travail en alternant train, vélo, tout en se disant je ne souhaite pas prendre la voiture. C'est plutôt positif. Alors après, je donne des exemples concrets de personnalités qui sont finalement quelque part des vecteurs. Hein. Ils nous accompagnent, ils nous bousculent. Mais pas que. Le groupe, depuis un certain temps, a développé un programme d'accompagnement. On est sensibilisé depuis un moment avec des plans de formation à l'éco-conduite. Comment conduire différemment, comment freiner, comment accélérer, faire en sorte d'anticiper. L'anticipation permet de moins consommer. Mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement... la possibilité d'avoir des véhicules de service en fonction du kilométrage. Il y a un pivot qui est établi au-dessus, en dessous de 25 000 km par an de circulation, véhicules électriques, parce qu'effectivement c'est de bon sens. Et on va bannir petit à petit, progressivement, peut-être même plus rapidement qu'on le pense, c'est effectivement bannir de notre parc automobile le parc diesel. Le sujet, c'est on a un programme qui est réduire, rajeunir et verdir. Ça veut dire beaucoup. Et puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on accompagne aujourd'hui dans nos cités urbaines des programmes de développement de mobilité en vélo, avec des abonnements dédiés. Aujourd'hui, on est plutôt sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, on avance. Côté aéroport, ça avance comment, la stratégie de la mobilité douce ? Elle avance aussi de façon très dynamique et il n'y a pas là aussi une réponse unique. En fait, c'est un panel de services qu'il faut offrir à la fois aux salariés de mon entreprise, mais aux salariés de la plateforme et aux passagers qui utilisent la plateforme pour voyager. Et on voit que ce qui peut être par moment une difficulté peut devenir une force. L'aéroport de Nice, par exemple, est un aéroport à proximité des centres-villes. Donc aujourd'hui, des mobilités douces, elles sont beaucoup plus faciles à être utilisées que peuvent l'être dans d'autres aéroports. Oui, elles existent. Vous pouvez venir depuis le centre de Nice en vélo, vous pouvez venir à pied, vous pouvez venir avec le tram, qui est quand même une avancée majeure, oui. Et qui est une chance absolue pour l'aéroport. Demain, avec la gare SNCF qui s'est déplacée, qui est à proximité de l'aéroport, vous allez avoir une vraie interconnectivité entre le train on va dire de banlieue et le train grande ligne de demain, le TGV qui s'arrêtera à une station de tram de l'aéroport. Donc vous pouvez avoir de l'intermodalité qui va pouvoir se faire. Et puis on travaille aussi avec la régie des transports publics de la métropole, comment accompagner nos personnels, parce qu'on a une difficulté sur l'aéroport. C'est qu'une partie de nos salariés, que ce soit pour nous ou pour nos partenaires, travaillent avec des horaires décalés, de matin tôt, de nuit, 7 jours sur 7, et leur offrir une capacité à utiliser une mobilité douce doit être quelque chose de simple, sinon la voiture reste incontournable. Bien et donc sûr. On travaille à la capacité d'avoir des transports en commun adaptés à une population qui a besoin de bouger, de venir sur l'aéroport avec des horaires de nuit. Alors, ce n'est pas un secret, hein, l'aéroport a financé une partie, justement, on en parlait, du tramway de Nice. Est-ce que c'est aussi cela, votre rôle au-delà de plateformes de transport ? Et j'imagine qu'il faut travailler dans cet intérêt-là avec les collectivités, les citoyens, les industriels. Effectivement, en fait, on a contribué financièrement à l'arrivée du tram. Hein. C'est-à-dire que comment on arrive à construire les rails du tram sur l'aéroport de façon intelligente pour les parties, pour que ça soit soutenable financièrement au final pour le moyen de transport. Donc on y a contribué, on y a participé, on en est très fiers. Et c'est vraiment un accord gagnant-gagnant parce que comme je le disais aujourd'hui, une partie des personnels ou une partie des passagers qui venaient avant en voiture viennent avec le tram. Vous constatez aujourd'hui qu'aujourd'hui les passagers viennent en tram ? Il suffit de prendre le tram au terminal 2 ou au terminal 1, de voir le nombre de passagers qui sont avec leur valise ou qui arrivent avec leur valise pour voir que c'est un vrai outil d'aide pour à la fois l'activité et le développement de l'activité. Oui, c'est une réelle avancée. Pour conclure, on a vu en tout cas, messieurs, que vos deux groupes ont mis en place des solutions vraiment innovantes à tous les niveaux pour réduire l'empreinte carbone. Au-delà de la volonté de chacun, ce qu'on disait, c'est que pour avancer, il faut travailler main dans la main. Il faut travailler alors avec les industriels, on le disait, avec les collectivités, avec les citoyens, peut-être un peu mieux les éduquer. Il faut que tout le monde en sorte gagnant-gagnant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre conviction ? Monsieur Gondaled. Moi, je suis convaincu que si demain, dans une
société de service comme la nôtre. Parce que nous, encore une fois, nous sommes au service de nos concitoyens parce que personne ne vient prendre l'avion pour rester sur l'aéroport et pour visiter l'aéroport, même si nos installations peuvent être intéressantes. Oui, c'est joli, il y a des expos et tout. L'objectif, c'est quand même soit pour un Azuréen de voyager et pour des raisons qui lui sont propres et de rejoindre une destination, soit pour un touriste ou pour quelqu'un qui vient de l'étranger ou d'ailleurs de venir sur notre territoire. Et donc notre rôle, c'est bien d'écouter les besoins des uns et des autres. Et on voit bien que le besoin du passager, du client, mais aussi du personnel qui travaille sur l'aéroport. On parlait tout à l'heure des mobilités douces. Mais comment on explique aux salariés qui viennent travailler sur l'aéroport que par leur action, ils contribuent à transformer le modèle économique, le modèle environnemental du secteur dans lequel nous sommes. Et c'est une chaîne plus globale. C'est la chaîne du transport aérien, mais c'est aussi la chaîne du touriste d'affaires ou du touriste tout court qui vient sur le territoire et qui demain intégrera dans sa réflexion le fait que l'aéroport est à l'unisson de son territoire, qu'il se veut être éco-responsable, et même si on lui permet de venir de façon plus facile, plus capacitive qu'avant, il voudra trouver sur son aéroport et sur sa destination les enjeux environnementaux comme des enjeux importants dans son choix de destination ou de provenance. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à travailler la main à la main dans tout le monde, et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des collectivités territoriales ici qui ont compris qu'il ne faut pas opposer développement économique et développement durable. Alors, Monsieur Pernaut, pour vous, cette collaboration entre citoyens, industriels, partenaires, ça passe par quoi ? Vous avez dit tout à l'heure, juste à l'instant, vous avez évoqué le terme ou l'expression gagnant-gagnant. Je rajouterai une expression qui est partenariat-partenariat. Aujourd'hui, acteurs de la transformation écologique, on se rend bien compte que tout seul, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Bien sûr. C'est pas possible. Donc, acteurs de la transformation écologique, ça veut dire en fait fédérer autour de nous l'ensemble des acteurs locaux, les administrations, le particulier, les élus, les acteurs du territoire. Il faut forcément du partenariat. Alors, ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on constate qu'il y a, dans le cadre du contexte actuel, un engagement qui est de plus en plus important de la part de nos partenaires, on n'aime plus trop utiliser le terme de client, on appelle plutôt le terme de partenaire, parce que si on veut faire évoluer notre métier, il faut qu'avec nos partenaires clients, il y ait une vision commune et partagée. Ce qu'on ressent. On sent que, effectivement, on prend l'exemple des herbes à grasse, on prend l'exemple d'Arianeo, on prend l'exemple de différents contrats, l'aéroport. On se retrouve dans une configuration où on ne peut plus faire tout seul. Donc, soyons partenaires, avant tout. Et puis, le dernier point que je voudrais rajouter, qui est plutôt encourageant, c'est le terme de ressourceurs. Oui, on en parlait tout à l'heure, vos salariés, les ressourceurs. Nos salariés sont des ressourceurs. Mais, c'est un terme qui leur plaît ? C'est un terme qui leur plaît, et c'est un terme qui leur plaît, qui est évocateur, qui est riche de sens, parce que finalement, il y a un thème général, il y a un descriptif général qui est donné, mais finalement, chacun peut donner des teintures, des teintes différentes sur le sujet. Et un ressourceur, c'est aussi un porte-voix. C'est-à-dire que nos collaborateurs, nos ressourceurs, sont à la fois des gens contributeurs au sein du noyau du modèle économique de notre entreprise, mais ce sont aussi des porte-voix. Et la réussite de la transformation écologique ne passera que par, effectivement, je le disais, le partenariat, beaucoup de pédagogie et des porte-voix. Alors, messieurs, le petit mot de la fin, il vous revient à chacun. Si on doit parler de vos entreprises, alors je ne sais pas, dans 15, 20, 30 ans, comment vous les voyez si, en une phrase, en un mot, en adjectif, vous deviez parler de vos entreprises dans des années futures comme ça ? Monsieur Goldnadel. Alors, c'est difficile d'avoir un portrait très clair de ce qui va se passer dans 30 ans. La seule chose dont je suis convaincu, c'est qu'on aura dans 20 ou 30 ans sur nos aéroports des technologies auxquelles on n'a pas pensé et qui auront rempli l'engagement d'être neutre carbone à horizon. On voit aujourd'hui les drones électriques poussés comme des champignons un peu partout. Moi, je suis convaincu que c'est un axe de transformation important pour demain parce que la technologie va être de plus en plus là pour accompagner cette mobilité d'un moteur thermique à un moteur électrique, que l'hybride aujourd'hui qu'on connaît entre l'essence et l'électricité deviendra peut-être demain hybride entre l'hydrogène et l'électrique. Mais une chose est sûre, je suis convaincu que l'innovation, la capacité de penser, de trouver
de l'homme qui est quand même assez extraordinaire. Il suffit de penser il y a 30 ans comment on imaginait notre secteur et comment il est aujourd'hui, que dans 30 ans, on aura répondu aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Chez Veolia, dans 15, 20, 30 ans, comment vous voyez un petit peu votre entreprise ? Il y a une expression que j'apprécie particulièrement, c'est la notion de transformation de l'écologie. J'ai envie de dire, notre entreprise sera transformateur permanent. En fait, l'idée de la transformation, c'est finalement pas un système, c'est pas un cercle fermé en fait. Quand on parle de transformation, on est perpétuellement sur une évolution. Et donc aujourd'hui, être transformateur, effectivement, c'est être en permanence, s'appuyer sur la nouvelle technologie, c'est réfléchir autrement, c'est proposer des solutions alternatives, et donc partir sur un schéma qui est d'un point de vue mathématique, non fini quelque part. Et c'est ça qui est gageant, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité dans le temps, on a l'infini devant nous. Et puis il y a une dernière idée qui me paraît importante, c'est nos métiers, nos gestions de déchets seront demain des sources de production d'énergie. Voilà. On sera probablement des producteurs d'énergie, alors on consommera sans doute peut-être différemment, en moins grande quantité, mais on sera producteur d'énergie. L'innovation. Alors de facto, innovation. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur Goldnadel. Merci, Monsieur Pernaut. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.